l'Antiquité au Moyen Âge, le monde des morts exerçait un pouvoir bien réel sur la conduite des vivants. Dans les rites païens, il n'y avait souvent aucune distinction entre le monde des morts et celui des vivants. Au milieu du 19e siècle, les nuits agitées de deux Canadiennes vont relancer la ferveur pour la communication avec l'au-delà. Les deux sœurs, Margaret et Kate Fox, sont une fois de plus réveillées par des bruits sourds provenant des murs de la maison. Loin d'être effrayées par ces bruits qui les réveillent brusquement depuis quelque temps, les fillettes s'en amusent plutôt. Dans le but de communiquer avec cet esprit, Margaret frappe dans ses mains. Immédiatement, un même nombre de coups résonnent dans le mur d'en face. Les deux gamines cessent de rire. Leur jeu anodin prend soudain une tournure inquiétante. Quelqu'un vient pour la première fois d'établir un contact avec l'invisible. Le spiritisme est né. La mort. Destin fatal. Ouais, moi qu'elle ne soit qu'un passage obligé vers autre chose, mais... Quoi? L'homme a toujours été obsédé par la perspective d'une vie après la mort. Et cette interrogation l'a amené à adhérer à toutes sortes de croyances peuplées de divinités, d'esprits ou de revenants. L'homme s'est toujours interrogé, y a-t-il une vie au-delà de la mort? Jusqu'à l'apparition du spiritisme au 19e siècle, toutes ces notions de survie de l'âme relevaient de la religion ou de croyances superstitieuses, alimentées par des récits plus ou moins vérifiables d'apparitions de fantômes. Les spectres peuplaient l'imaginaire, au même titre que les démons et autres esprits malveillants. Ce n'est pas un fait très connu, mais ce sont deux jeunes fermières canadiennes qui sont à l'origine du mouvement moderne du spiritisme. Le spiritisme existait avant, mais le mouvement moderne en tant que tel date de 1848. L'histoire implique deux jeunes femmes, Maggie et Kate Fox, âgées respectivement de 14 et de 11 ans, qui vivaient temporairement dans un petit cottage durant l'hiver 1848. Durant les 2 dernières semaines de mars, elles étaient régulièrement éveillées par des craquements qui semblaient provenir des murs de la maison. Il s'en est suivi une étrange communication. Par un code de coups frappés, l'impalpable visiteur explique qu'il est l'esprit d'un colporteur assassiné dans cette demeure. L'affaire s'ébruite et bientôt la maison de la famille Fox devient un objet de curiosité. C'est le début officiel du spiritisme. Ça a vraiment généré
le premier grand, qu'est-ce qu'on pourrait dire, reportage médiatique, grand mouvement en Amérique du Nord, parce que tous les médias étaient là. Okay? La porte de cette petite maison de Hydesville pour essayer d'élucider ce qui se passait. Puis ils ont finalement trouvé le corps de quelqu'un assassiné dans les murs. Puis après ça, ils ont décidé que c'était son esprit qui était resté là. These two pubescent Ces deux petites fermières, nées sur une humble ferme ontarienne, qui n'avaient pas été aux États-Unis depuis 8 ou 9 mois, ont découvert quelque chose de fantastique. Elles ont découvert qu'en faisant des bruits et en expliquant ce qu'étaient ces bruits, elles pouvaient attirer l'attention du médecin, de l'avocat, de l'architecte et de toute leur communauté. Qu'elles pouvaient aller à Rochester non pas pour écouter un quelconque concert à l'opéra, mais pour être elles-mêmes les vedettes. Alors Cathy et Maggie Fox, ainsi que leur sœur Léa et leur frère Daniel, sont déménagés à New York, puis se sont mis à visiter les capitales du monde entier pour faire des spectacles au cours desquels elles faisaient des démonstrations illustrant comment elles pouvaient être en contact avec le monde des défunts. Du jour au lendemain, des gens se déclarent en communication avec les morts. On assiste à un engouement pour la communication avec l'au-delà. En présence de médiums, des coups étouffés font bouger les tables. Au début des années 1850, le phénomène du spiritisme s'est répandu en Europe et à l'époque, vivait en France un enseignant du nom de Hippolyte Rivail, qui était plutôt sceptique face à ces phénomènes, mais qui fut suffisamment intrigué pour décider d'enquêter par lui-même sur ces manifestations. Il ne croyait pas aux manifestations des esprits, mais après, disons, quelques expériences auprès des groupes médiumniques qui se rencontraient vraiment juste pour le plaisir, il a commencé à trouver ça assez intéressant, là, parce qu'il y avait des réponses. Par exemple, une jeune médium, encore ignorante, non scolarisée, qui pouvait répondre à une question de haut niveau, une des grandes questions de la vie, puis donner une réponse super cohérente et logique. Donc, là, pour lui, il se mettait à penser qu'il y avait autre chose. Parce qu'à chaque disons, réponse intelligente, il fallait avoir une source intelligente, puis pour lui, il constatait que ce n'était pas la médium qui donnait la réponse. Donc, c'est pour ça que ça créé un intérêt. Ainsi, convaincu de la réalité de la réincarnation par les informations qui lui étaient fournies durant les transes, Hippolyte Rivail, de son vrai nom, choisit le pseudonyme de Alain Kardec, se fondant sur sa conviction personnelle qu'il était à la fois une réincarnation d'un dénommé Alain et d'un dénommé Kardec. Vers 1860, Hippolyte Rivail fonde la Société parisienne d'études spirites et publie, sous le nom de Alan Kardec, le livre des esprits. Les enseignements de Kardec restent encore aujourd'hui des plus populaires et ses livres continuent d'être publiés. En se fondant sur des expériences, sur la compréhension qu'il avait été en mesure de documenter en questionnant les esprits, il avait écrit un livre, un premier livre publié sous le titre « Le livre des esprits » et qui est devenu le livre sur lequel la religion spirite s'est fondée. Le spiritisme s'est d'abord répandu en France, puis de France en Amérique latine, et s'est fortement implanté au Brésil, où il est aujourd'hui devenu l'une des principales religions. Le Brésil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette information-là, ces enseignements-là, puis ils les ont appliqués dans des groupes médiumniques et des groupes d'études, pour mieux comprendre la médiumnité et mieux travailler avec la médiumnité. Donc, ils ont évolué, disons, ils ont fait évoluer le travail de Kardec. Pendant des années, les spirites vont se contenter de faire bouger des tables, mais les scientifiques exigent un peu plus. À la fin du 19e siècle, on voit apparaître des laboratoires de recherche psychique. On assiste à la multiplication d'expériences où les nouvelles technologies jouent un rôle de premier plan. Dans les années 1920, un chercheur canadien, Thomas Glendinning Hamilton, photographie des médiums en transe capables de produire de la matière ectoplasmique, une substance résiduelle venue apparemment de l'au-delà. 30 ans plus tard, la photographie cède la place aux bandes magnétiques. Les chercheurs enregistrent des milliers de conversations avec l'au-delà. C'est le début de la transcommunication. Aujourd'hui, la vidéo et l'ordinateur sont aussi mis à contribution. Qu'est-ce qu'on a appris à propos de l'au-delà depuis 150 ans? Les
scientifiques de partout ont tenté de documenter ces manifestations, mais est-ce qu'on fait affaire à des rêveurs en quête de mysticisme ou à une réalité qui nous est encore inaccessible? Au lendemain des coups frappés à Heidieville, l'art de communiquer avec les défunts se répand. Pour les familles endeuillées, le spiritisme apparaît comme un moyen de prolonger l'affection de l'être aimé. Mais le spiritisme est aussi un subterfuge pour capitaliser sur les malheurs d'autrui. Tout le monde était super ignorant, donc qu'est-ce qui arrivait? On cherchait le spectacle. Donc là, tu arrives à un point, tu es payé pour ta représentation, ta vie dépend de ça, ta vie sociale, ta notoriété, tout. Donc là, qu'est-ce qui arrivait? Souvent, en Europe, en Amérique, partout, ben là, il fallait créer l'événement. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire, OK, ben là, on veut que tout soit parfait pour une manifestation. On veut faire léviter la chaise. C'est pas à nous de le faire. On ne peut pas. Donc, est-ce qu'on peut commander des esprits à faire quoi que ce soit? C'est ça le problème. Donc, c'est tout à fait logique à l'époque, puisqu'on était ignorant. Puis puisque les gens en demandaient constamment, ben on allait en fabriquer. Coup de théâtre. En 1888, Margaret Fox fait un aveu troublant. L'une des filles signe une confession où elle affirme que tout cela est une simulation, un coup monté. Qu'elle a la capacité de faire craquer ses doigts de pied à volonté et que c'est elle qui créait tous ces bruits. Ces aveux donnent des arguments à ses adversaires qui demandent des preuves plus substantielles. On accuse les médiums de n'être que de fins psychologues et d'habiles illusionnistes. Un an plus tard, en 1889, Maggie Fox remonte sur scène devant le public et se rétracte, affirmant que le phénomène était bel et bien vrai. Un autre ennemi guette le spiritisme, le progrès. L'éclairage gagne lentement les grandes capitales du monde. Cette possibilité de faire instantanément la lumière dans les salons sombres des spirites met à jour un nombre considérable d'escrocs aux méthodes frauduleuses. Vers 1910, le spiritisme se retrouve dans le collimateur du célèbre Harry Houdini. Aussitôt que le phénomène du spiritisme commence à se répandre aux États-Unis, il attire sur lui l'attention des magiciens qui performent dans les foires. Au cours de la génération suivante, Harry Houdini s'est opposé fermement au phénomène des médiums. Il a parcouru les États-Unis pour faire la preuve que tous les médiums étaient des fraudeurs. Mais afin de discréditer les médiums, il a dû lui-même se résoudre à utiliser des procédés frauduleux. Houdini dénonce tous les trucs utilisés par les médiums pour arnaquer leurs clients. Il ajoute que les communications spirites ne contiennent que des banalités à la portée de n'importe quel fraudeur. Vraiment. Alors qu'en est-il de la spectaculaire séance de Eileen Garrett? Eileen Garrett est probablement le médium le plus connu du 20e siècle. Elle a toujours gardé un certain scepticisme face à ses dons et a toujours accepté de bonne grâce de se soumettre aux tests qu'ont voulu lui faire subir les chercheurs de la communauté scientifique. En 1930, une séance sera organisée pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, décédé un peu plus tôt la même année. I am Lieutenant Carmichael Owen. I must do something about it. Mais à la surprise des gens présents, la communication ne s'est pas faite avec Sir Conan Doyle, mais avec un esprit qui prétendait être le défunt officier qui commandait le dirigeable britannique, le R-101. Un journaliste présent à la séance publie dès le lendemain un compte-rendu des propos du capitaine Irwin. Toutes les révélations de l'officier sur cette catastrophe qui a coûté la vie à 48 de ses 54 passagers sont scrupuleusement rapportées. La possibilité que Eileen Garrett ait pu être informée de ces détails avant la publication du rapport officiel est à peu près impossible.
Dans le cas de l'information obtenue par Hélène Garrett lors de cette fameuse séance où le capitaine Carmichael du R101 s'est présenté, il était à peu près impossible que l'information fournie à la médium ait pu être connue des participants. Il faut bien comprendre que le dirigeable s'était écrasé 2 jours plus tôt dans le Beauvais, en France, et que l'information, même s'il y avait quand même une rumeur qui circulait déjà dans les rues de Londres que le R101 s'était écrasé, il n'y avait aucune information qui rapportait de quelle façon ça s'était produit, et encore moins qu'il pouvait y avoir des problèmes de structure dans la construction du R101, qui était responsable de sa chute. Donc, lorsque Hélène Garrett va raconter ça durant cette fameuse séance, tout le monde, lorsque l'information est rapportée le lendemain dans la presse, tous les gens sont un peu étonnés, qui plus est, même ceux qui travaillent sur l'enquête officielle du R101, et ces informations-là ne seront confirmées finalement par les experts en aéronautique que des mois après l'enquête, après que l'enquête soit terminée, donc après la fameuse séance d'Hélène Garrett. Malgré la précision des informations obtenues par les médias, le spiritisme de l'époque continue d'être malmené par les scientifiques. Ils veulent des preuves. Pressés par les scientifiques de produire une preuve matérielle de leur contact, plusieurs médiums, dont un certain Franek Kloski, vont réaliser des moulages faits de paraffine, cette cire utilisée dans la confection des bougies. L'idée consistait à avoir un bol de cire, de la paraffine légèrement chaude et un seau d'eau froide, en se disant que si ces esprits étaient réellement en mesure de se matérialiser et de faire sentir leur présence par des touchés sur les épaules, par exemple, ou par d'autres types de contacts physiques, ils devraient donc être en mesure de laisser des traces dans la cire. Alors l'idée consistait à ce que l'esprit pose le bout du doigt ou parfois toute la main dans la paraffine de sorte que son empreinte soit matérialisée. Une fois l'esprit retourné dans l'au-delà, il ne reste de son passage que ce moulage, sorte de gant fait d'une très mince couche de cire. Pour le protéger, les médiums doivent couler rapidement du plâtre à l'intérieur pour éviter que le moulage ne s'effrite. Certains de ces moulages présentent des détails étonnants. Ces moulages sont très curieux dans le sens où ils sont plus petits que des mains normales, mais ce sont des mains d'adultes et pas des mains d'enfants ou des mains de petites personnes. Donc ça pose beaucoup de questions quant aux techniques qui auraient été utilisées pour faire un trucage ou une falsification s'il y a eu trucage. Donc c'est très curieux et intriguant. Mais évidemment, vu le recul temporel qu'on a par rapport à ces indices, c'est très difficile d'en tirer une conclusion. Pour un faussaire, il aurait été aisé, en gardant les doigts bien droits, de plonger sa main dans la paraffine liquide, d'attendre que la solution durcisse pour enfin retirer le gant de cire. Mais ce raisonnement ne tient plus si l'on parle de mains dont les doigts sont pliés ou entrelacés. Parce que c'est des moulages quand même assez très très définis. On voit même des petits poils de la peau, puis qui vont disons, jusqu'au poignet. Donc moulage fait dans la cire. Donc on constate que ça aurait été impossible qu'une personne fasse ce moulage parce qu'on ne peut pas retirer la main par après pour créer c'est quelque chose d'aussi fini et puis aussi parfait. Donc il faut expliquer ça. Comment est-ce qu'on a fait un moulage d'une main? Parce que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de sculpté. Il ne reste aujourd'hui que quelques spécimens de moulage spirit conservés à l'Institut métapsychique international de Paris. Personne n'a jamais pu expliquer leurs caractéristiques très particulières. S'il s'agit d'une fraude, les arnaqueurs ont emporté leur secret dans la tombe. Pendant qu'à Paris, le docteur Robert Toquet cherche à documenter le spiritisme via ses extraordinaires moulages, au Canada, un autre scientifique souhaite aussi valider le spiritisme, le docteur Thomas Glendinning Hamilton. Pour ce médecin de Winnipeg, la preuve de l'au-delà passe d'abord par l'objectif d'une caméra. De 1918 à sa mort, en 1935, il a mené plusieurs expériences. D'abord en télépathie, afin de vérifier s'il y avait des communications télépathiques entre vivants. Puis de là, il s'est intéressé à la psychokinésie, aux trans, et finalement, il a entrepris des travaux sur ce qu'on appelle les ectoplasmes, la matérialisation. La formation d'ectoplasmes est l'un des phénomènes les plus controversés du spiritisme.
Il s'agit d'une curieuse substance résiduelle qui soigne du corps de certains médiums en transe. Au fil des ans, Hamilton réalise des centaines de photographies montrant ce phénomène à divers stades d'évolution. C'est la plus importante collection du genre au monde. Ces expériences qui avaient lieu au domicile du Dr Hamilton sont importantes à cause de la précision avec laquelle elles étaient menées. Il avait une pièce qu'il consacrait aux expériences et sur le mur de la pièce, il avait installé une batterie de 11 caméras qui lui servaient à documenter les phénomènes de lévitation et de production d'ectoplasme. Et nous avons la chance que ces photographies ainsi que tous les dossiers de Hamilton soient conservés et disponibles pour la recherche à l'Université du Manitoba. Malgré les mesures de contrôle qui entouraient ces expériences, plusieurs croient que le scientifique canadien a pu être dupé par des médiums mal intentionnés. Il a néanmoins introduit de nouvelles technologies pour documenter les communications avec l'au-delà. Et après les photographies de Hamilton, la suite logique était le son. Pendant longtemps, les très célèbres Thomas Edison et Guglielmo Marconi ont tenté de mettre au point des appareils capables d'enregistrer les voix de l'au-delà, mais sans succès. Vers le début des années 1950, comme l'équipement électronique d'enregistrement sonore devenait plus accessible, les gens se sont rendus compte qu'il y avait parfois des voix imprévues mais parfaitement audibles sur leurs enregistrements. Le premier à prendre ce phénomène au sérieux sera un gentleman suédois du nom de Fredrik Jörgensen. Un jour qu'il enregistrait des chants d'oiseaux près de sa maison, il eut la surprise, en écoutant son enregistrement, d'entendre des voix humaines. Jörgensen croit d'abord qu'il s'agit de sons parasitaires provenant d'une station de radio locale. Il recommence l'expérience et encore une fois, il capte des voix lointaines, dont l'une semble être celle de sa défunte mère. My mother. Pour Jörgensen, il ne peut s'agir que d'une manifestation de l'au-delà. Il se lance bientôt dans toute une série d'expérimentations pour enregistrer ses voix d'outre-tombe. Jörgensen ouvre la porte à une nouvelle technique de communication avec l'au-delà. On ne parle plus aux morts. On les écoute. C'est ce qu'on appelle la transcommunication. Jörgensen ne tarde pas à être imité par un autre chercheur suédois, le docteur Konstantin Raudive, qui s'impose rapidement comme l'expert de ces voix spectrales désignées sous le vocable de EVP, acronyme de Electric Voice Phenomenon. En 1965, Raudive rencontre Fredrik Jörgensen et apprend l'existence de ces voix. Le phénomène l'intéresse et il entreprend ses propres recherches, au cours desquelles se produira le même phénomène que celui qu'avait expérimenté Jörgensen. Aujourd'hui, c'est à Raudive que revient le mérite d'avoir fait connaître le phénomène de ces voix au monde anglo-saxon. Son livre, publié en Allemagne en 1971, a été traduit et publié en anglais sous le titre de Breakthrough. À sa mort en 1974, Raudive aura enregistré quelques 100 000 messages de l'au-delà. En 1970, un étudiant de l'Université de Cambridge en Angleterre, David Ellis, reçoit une bourse d'études pour enquêter sur les voix mystérieuses enregistrées par Konstantin Raudive. Dans son rapport, il écrit qu'une grande partie de ces enregistrements pourraient provenir de transmissions radio locales. Mais qu'en est-il des voix qui répondent directement aux questions posées par l'expérimentateur? Les caractéristiques qui ont convaincu les chercheurs que ces sons ne sont pas des signaux radio conventionnels, c'est que les voix dans ces enregistrements nomment directement le chercheur, qu'elles entretiennent un dialogue avec le chercheur, qu'elles disent des choses en rapport avec une situation précise.
Ce ne sont pas des mots isolés. Ce sont des phrases courtes, oui, mais parfaitement cohérentes avec une situation précise. Alors, ça ne relève pas de simples signaux radio ordinaires. Hans Bender, un scientifique allemand, pionnier de la parapsychologie, a cru jusqu'à sa mort que ces voix étaient authentiques, mais ne les a jamais associées aux défunts. Pour lui, ces voix étaient des projections télékinétiques, une forme de matérialisation auditive et inconsciente des pensées de l'expérimentateur. À l'audio s'ajoute ensuite la vidéo, et ici, la controverse est encore plus grande. Avec les progrès techniques que nous avons connus au cours des années 1970 et 80, certains chercheurs ont découvert qu'en braquant une caméra vidéo ou même une caméra Polaroid sur un écran de télé dont le syntonisateur est réglé sur un canal à mi-chemin entre celui de 2 diffuseurs, ils pouvaient filmer puis apercevoir des images relativement précises qui ressemblent à celles d'êtres humains. Là encore, comme dans le cas des enregistrements sonores, la question se pose. Qui sont-ils? Sont-ce des esprits qui essaient de communiquer? Dans le film Interférence, Michael Keaton interprète le rôle d'un architecte troublé par la mort de sa femme. Son obsession l'entraîne dans un univers étrange où, ultimement, grâce à la technique des EVP, il pourra reprendre contact avec sa tendre moitié, mais à quel prix? Beaucoup de cinéphiles ont découvert le phénomène des EVP à travers ce film. Pourtant, celui-ci continue d'être expérimenté et étudié par des groupes de chercheurs à travers le monde. Depuis les années 80, le père François Brune, un prêtre sulpicien français, se fait propagandiste de toute une série d'images dont plusieurs se sont révélées pour le moins douteuses. 2 images en particulier ont retenu l'attention des détracteurs de cette transcommunication. Le père François Brune est un père sulpicien qui a commencé à s'intéresser en fait à la transcommunication. Et puis déjà à ce moment-là, il y avait différents groupes en France qui étaient actifs dans le domaine, et en particulier le groupe du Luxembourg. Le père Brune s'est mis soudainement à colliger toutes sortes d'images sans réellement les regarder de façon critique. Donc, il les présentait comme étant, il faisait en fait confiance à ses pourvoyeurs et puis il présentait ces images-là de façon publique. Et puis, il va arriver, on peut dire, le scandale de l'affaire Romy Schneider. Il présente en fait des images de la fameuse actrice autrichienne en disant, voici, Romy Schneider nous a contactés depuis l'au-delà et puis on voit des images. Le problème de ces images-là, c'est qu'on le retrouve, ce sont exactement des images qui proviennent du film Les choses de la vie, je crois, et avec le même plan. Donc, on voit bien que le père Brune a été dupé, en fait, par l'équipe du Luxembourg, qui lui ont fourni des images qui provenaient tout simplement d'une production cinématographique française de 1969, et qui, bien sûr, mettait en vedette Romy Schneider. L'autre image est encore plus cocasse. Fournie encore une fois par le groupe du Luxembourg, cette seconde image montre une jeune baigneuse sortant de la mer. Lors de la présentation d'un reportage sur le père Brune, dans le cadre de l'émission Caméra 89, un résident de Charlevoix l'a reconnu. Contrairement aux affirmations du sulpicien, il ne s'agissait pas d'une projection de l'au-delà, mais d'un extrait du film The Bikini Story. Preuve que l'au-delà ne se laisse pas enregistrer facilement. D'ailleurs, l'enregistrement des EVP est à la portée de tous. Il suffit simplement de placer dans une pièce silencieuse un système d'enregistrement en marche et de poser à voix haute quelques questions pertinentes. Cela fait, l'expérimentateur n'a qu'à reculer et écouter la bande en portant une attention particulière au bruit de fond parasitaire. Il est bon de préciser que les esprits ne parlent pas nécessairement de manière posée à la Bernard de Rome, mais leur voix ressemble plus à une mixture nasillarde et accélérée. Et c'est souvent là que le bas blesse. Personnellement, je suis très sceptique par rapport à ces techniques-là. On sait que lorsqu'on écoute par exemple du bruit blanc, on peut finir par entendre un peu n'importe quoi, dépendamment de la volonté qu'on y met en écoutant. Donc déjà, lorsqu'on n'a pas d'indice objectif là, de ce qui a été entendu, c'est très difficile de pouvoir dire qu'il y a réellement quelque chose de vraiment audible qui a pu être écouté ou encore pire vu. D'un autre côté, même si on réussissait à observer ce genre de phénomène, rien ne prouve
que ça serait dû à une réelle communication avec l'au-delà, mais ça pourrait peut-être être quelque chose qui est produit par les observateurs ou les gens qui désirent tellement cette communication qu'ils sont prêts, même éventuellement en utilisant des moyens qu'on n'est pas encore capable d'expliquer, ils seraient prêts à obtenir ce genre de message-là et à interpréter un peu n'importe quel bruit comme étant un message. Cette gymnastique n'est pas sans rappeler cette vague des années 1970 où les amateurs de musique rock faisaient tourner leur micro-sillon à l'envers, espérant y découvrir quelques messages cachés. Ce qui pour la plupart des gens n'était qu'un charabia incompréhensible devenait pour ces amateurs d'occultisme des phrases à caractère ésotérique ou satanique. Cette quête technologique de l'au-delà n'est peut-être qu'une question de culture. Pour plus des 2/3 de la planète, cette question de la survie ne se pose plus. C'est une réalité spirituelle. La réincarnation. La réincarnation, c'est l'idée que lorsqu'une personne décède, son esprit ou son âme, après une période de temps relativement brève, renaît dans un autre être humain. Et au fur et à mesure que cet autre être humain se développe, cette personne peut, et en particulier durant la petite enfance, se rappeler de quelques faits de sa vie antérieure. Pour les scientifiques occidentaux, la croyance en la réincarnation se loge à la même enseigne que les tables tournantes et autres chimères occultes. Au 19e siècle, Allan Kardec propose une vision beaucoup moins mystique de ce phénomène de migration de l'âme. Selon lui, les hommes meurent et se réincarnent dans un autre corps dans une quête incessante pour l'amélioration de soi. Je dirais qu'il y a plusieurs concepts de réincarnation ou de résurrection dans plusieurs parties du monde. Il est difficile de comprendre le concept d'une âme qui part d'un corps et qui transite dans un autre corps. Par exemple, en Inde, nous sommes tentés de croire que la réincarnation est présente partout, mais ce n'est pas le cas. Si on entend par réincarnation la présence d'une âme qui passe d'un corps à l'autre. Dans le bouddhisme, par exemple, c'est impossible. Alors les bouddhistes ont beaucoup de difficultés à s'imaginer quel système leur permettrait de vivre leur vie multiple auquel ils croient. Alors ils appellent ça la renaissance ou plusieurs vies. En dépit de l'aura de mysticisme qui entoure cette croyance partagée par des millions d'adeptes de l'hindouisme et du bouddhisme, certains scientifiques n'ont pas hésité à en vérifier les prétentions. Le docteur Ian Stevenson de l'Université de Virginie est l'un d'entre eux. Ian Stevenson est un médecin d'origine canadienne, éduqué à Montréal et qui a travaillé durant plusieurs années au département de psychiatrie de l'Université de Virginie. À titre de parapsychologue, il est devenu célèbre pour ses études sur la réincarnation, plus précisément pour ses études des phénomènes de réincarnation rapportés par de jeunes enfants d'origine indienne. Stevenson a publié 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation en 1966. Le scientifique canadien a surtout travaillé avec l'échantillonnage en Inde, donc des jeunes qui avaient des souvenirs spontanés de vie passée. Ce que Stevenson arrive comme conclusion, c'est qu'apparemment les âmes errantes jouissent d'un certain libre arbitre pour se finalement migrer d'un corps à un autre. Ce que Stevenson également a remarqué, c'est que le souvenir de vie antérieure était plus fréquent dans des groupes, et en particulier des groupes religieux, où l'on accepte la réincarnation comme étant une réalité. Par exemple, dans les pays du christianisme, où le christianisme est très présent, comme ici en Amérique du Nord, très peu de gens se rappellent des vies antérieures. Alors qu'en Inde, ou dans les pays où il y a une religion hindouiste, où là, la réincarnation fait partie du concept religieux, on retrouve de façon très régulière des gens qui ont ces souvenirs spontanés de vie antérieure. Le docteur Stevenson appuie ses conclusions sur des récits parfois déroutants. L'un de ces cas extraordinaires est celui de Jasbir Lal-Jat. L'affaire Jasbir Lal-Jat est présentée par Ian Stevenson comme étant l'un des meilleurs cas documentés qui semble supporter la réincarnation.
L'histoire est la suivante. En 1954, le jeune Jasbir Ladjat meurt d'une maladie infectieuse. On l'envoie donc à la morgue, où il reste pendant quelques heures, puis l'enfant se met à respirer de nouveau. Donc on crie évidemment au miracle. Mais très rapidement, l'enfant commence à raconter qu'il n'est plus celui qu'il était. En fait, il soutient la réincarnation d'un enfant assassiné dans une vie antérieure, et puis il soutient qu'il venait du village de Vaidi et qu'il appartenait à une caste brahmanique, donc une caste plus élevée en Inde. Alors bon, évidemment, les parents du jeune Jasbir Ladjat mettent ça sur le dos de l'imagination de l'enfant. Et puis en 1957, une femme se présente au village, elle est de passage, et le jeune Jasbir Ladjat la reconnaît comme étant une de ses tantes dans sa vie antérieure. Questionnée, la femme reconnaît effectivement qu'elle avait un neveu qui est décédé, et elle reconnaît effectivement qu'à Vaidi, la caste qui prime, c'est la caste brahmanique. On amène le jeune Ladjat au village de Vaidi, où il reconnaît spontanément des gens du village comme étant ses oncles, ses tantes. On l'amène dans des lieux où il aurait vécu antérieurement. Et puis là, il peut décrire des objets qui sont placés dans des commodes ou dans des bureaux. Donc, tous ces détails vérifiés apparemment par Ian Stevenson lui font dire qu'il n'y a pas d'autre explication que la réincarnation pour justifier ces informations. Les révélations du jeune Jasbir Ladjat sur la vie quotidienne et sur l'existence de son possible prédécesseur éliminent, selon le docteur Stevenson, toute possibilité de mystification. Comme j'enseigne la philosophie, il m'est arrivé souvent de lire des articles qui référaient aux ouvrages de Ian Stevenson. Alors j'ai décidé d'approfondir moi-même certains de ces ouvrages. J'ai décidé de me concentrer sur un cas où Ian Stevenson lui-même avait été le premier enquêteur et qui est rapporté dans son livre « 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation » et qui est le cas d'un jeune garçon, Imad El-Awar, et de ses souvenirs de sa vie antérieure. Stevenson lui-même s'est rendu dans la famille pour demander aux parents de quoi l'enfant se rappelait. Puis il s'est rendu avec la famille dans le village où l'enfant prétendait avoir vécu pour enquêter dans ce village et il y a trouvé plusieurs confirmations, du moins des confirmations présumées, du rapport original. Les conclusions de Stevenson ne font pas l'unanimité. Si on se penche sur les résultats de son étude, certains éléments manquent de précision pour corroborer ses propos. Ce que j'ai découvert, c'est que les tableaux des données fournis par le rapport, et il y en a 57, dont plusieurs ont été confirmés par son enquête, sont très différentes lorsqu'on les compare avec le texte. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les souvenirs de la vie antérieure de l'enfant, tels que rapportés par les parents, et il a adouci le matériel pour en faire quelque chose de vague. Puis il s'est rendu au village pour se rendre compte que même cette version édulcorée était inexacte. Alors il s'est dit qu'il pouvait prendre une personne différente. Ainsi, l'enfant, qui d'après le témoignage de ses parents affirmait que son nom était Mahmoud Bouhamzi, lorsqu'on regarde ce tableau, on retrouve simplement l'enfant parle du nom Mahmoud. Ensuite, on a découvert qu'un autre individu portant un nom semblable, Ibrahim Bouhamzi, coïncidait mieux avec certaines des situations rapportées, alors que dans les faits, ça ne correspond en rien à la version originale donnée par l'enfant. Le nom de Mahmoud, rapporté dans le tableau, devient simplement un nom mentionné par l'enfant. Et on souligne que Ibrahim Bouhamzi avait un oncle nommé Mahmoud, ce qui est en fait un prénom très commun. Alors, il ne prêtait aucune attention au volume d'informations possibles. Combien d'enfants dans des villages avoisinants auraient pu correspondre, en gros, aux coïncidences mentionnées dans le rapport, en particulier lorsqu'on change comme ça une donnée pour une autre? Il n'y a tout simplement pas de preuves concluantes. Or, ce cas est cité par plusieurs personnes qui suivent de près les recherches de Stevenson comme étant l'un des meilleurs exemples de ce qui peut être fait, et c'est une recherche menée par Stevenson lui-même. Alors, c'est tout le système qui s'écroule. Au fil des ans, le docteur Stevenson a également colligé un nombre impressionnant de cas où des gens ont regardé des marques physiques de leur vie antérieure. Prenons l'exemple d'enfants ou d'adultes qui portent des verrues. Verrues qui sont interprétées comme étant une trace de la vie passée d'une personne où celle-ci aurait, par exemple, été tuée d'un projectile d'arme à feu. Alors, dans un livre énorme qui compte au moins 2000 pages et intitulé « La biologie de la réincarnation », Stevenson enquête et présente des preuves. Et ce qu'il fait dans ce livre, il sépare. Et je ne dis pas qu'il le fait délibérément, mais dans les faits, les tableaux des résultats sont à un endroit. Ensuite, vous devez vérifier vous-même en quoi ces résultats correspondent aux données originales.
Et dans plusieurs des cas, ça ne correspond pas, au point que vous vous dites que c'est vraiment une très, très mauvaise recherche. Depuis les travaux de Stevenson, la réincarnation a connu un engouement auprès des adeptes d'occultisme et de paranormal. Des centaines de cas semblables à ceux évoqués par le chercheur canadien ont déjà été publiés. À tous les jours, des amateurs d'insolites recueillent de nouveaux témoignages, tantôt spontanés, tantôt par régression hypnotique. Plusieurs soutiennent que ces propos ne sont que le fruit d'imagination débordante, alors que d'autres accusent les enquêteurs d'utiliser l'hypnose de façon abusive. Ce qui se passe sous hypnose, c'est que vous vous donnez le droit d'être libre. Sous hypnose, votre esprit critique conscient est mis de côté, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qui sort de votre bouche est une vérité totale et absolue. Ça peut fort bien être une métaphore que votre esprit se fabrique pour comprendre quelque chose d'autre. Les associations sceptiques dénoncent le concept même de la réincarnation sous prétexte qu'il ne tient pas compte de l'accroissement démographique. S'il y a plus d'enfants qui naissent que de vieillards qui meurent, le puits des âmes devrait être asséché depuis belle lurette. Le spiritisme a créé une proximité entre le monde des vivants et celui des défunts. Cette frontière s'est vite posée comme un nouveau défi de la science. L'au-delà existe-t-il? Malheureusement, il faut constater que 150 ans de communication spirite ne nous ont guère renseignés sur l'au-delà. Quant aux preuves de cet au-delà, elles demeurent l'objet de vives discussions. Ni les moulages spirites, ni les photographies de T.J. Hamilton, ni même les milliers d'enregistrements audio de Raoul Duvet nous forcent à accepter la réalité d'un au-delà peuplé d'esprits désincarnés. La preuve ultime reste encore à faire, et c'est là que le problème de la méthodologie scientifique se pose. L'au-delà, par définition immatériel et impalpable, peut-il être documenté par des instruments conçus pour fournir des mesures dans notre monde physique? Les 400 dernières années de l'histoire des sciences naturelles nous ont démontré que les créatures biologiques ont évolué, qu'elles sont des créatures chimiquement très complexes et que cette chimie produit également des résultats physiques très complexes. Cette interaction entre la biologie, la chimie et la physique est très profonde et est le résultat de centaines d'années de recherche qui n'ont jamais été démenties par aucune loi ni par aucune force biologique, chimique ou physique. En conséquence, il y a un poids énorme qui favorise ce modèle et toutes les explications paranormales de situations qui peuvent sembler inhabituelles reposent forcément sur une violation de ce modèle. Alors les données doivent être impeccables pour arriver à renverser des centaines d'années de recherche. Un sondage réalisé auprès des lecteurs du très sérieux London Times en Angleterre indique qu'une personne sur 6 affirme avoir vécu une expérience paranormale qui justifie sa croyance dans la réincarnation. Des statistiques peu surprenantes compte tenu des très nombreux indices qui suggèrent la réalité de la réincarnation. C'est sûr qu'il y a des cas troublants dans les récits qui sont faits là. Mais je dirais que autant que c'est, quel que soit le caractère extraordinaire de ces cas, aussi troublants puissent-ils être, à mon avis, ils ne seront jamais des preuves de la réincarnation. Parce qu'on trouvera toujours d'autres explications qui ont permis aux gens de construire leur récit ou d'aller chercher les informations qu'ils relatent dans leur récit, en particulier si on fait appel à d'autres facultés psy qu'on peut-être existent et qu'on peut observer par ailleurs, comme par exemple la possibilité de lire de l'information à distance ou là d'aller chercher de l'information dans le passé. Quand X raconte qu'il a été Y il y a un siècle, peut-être qu'il va juste chercher de l'information dans le passé sur la vie de Y, mais ça ne prouve jamais que Y est devenu X. Donc on peut juste prouver par ces expériences, on peut juste démontrer que de façon surprenante et extraordinaire et non explicable, certaines personnes sont capables d'aller chercher de l'information de façon inconsciente, là, sur la vie de quelqu'un qui a vécu dans le passé. Actuellement, je dirais que les chercheurs se divisent en deux groupes. Ceux qui favorisent l'hypothèse psychologique, donc que l'ensemble de ces manifestations-là sont le produit des vivants. Donc c'est nous, par des énergies psychokinétiques, télékinétiques qu'on explique mal,
produirait ces effets, ces coups frappés dans les murs, les tables qui bougent, les pseudo-communications avec l'au-delà. Même, à la rigueur, peut-être, les communications, les transcommunications. Et puis, il y a ceux qui prétendent que ce sont les revenants qui se manifestent. Je dirais que, entre les deux hypothèses, pour le public en général, on va favoriser l'hypothèse du revenant. Pourquoi? Parce qu'à la fois, c'est inquiétant, mais en même temps, c'est rassurant. Parce que si l'au-delà existe, la mort n'est pas une fin en soi, mais un passage vers autre chose. La recherche sur l'au-delà se poursuit aujourd'hui avec autant d'enthousiasme qui guidait les Hamilton, Tucker, Aldivet. Quant à son existence, elle reste encore controversée, mais cette seule perspective rend déjà moins inquiétante. La mort. l'Antiquité au Moyen Âge, le monde des morts exerçait un pouvoir bien réel sur la conduite des vivants. Dans les rites païens, il n'y avait souvent aucune distinction entre le monde des morts et celui des vivants. Au milieu du 19e siècle, les nuits agitées de deux Canadiennes vont relancer la ferveur pour la communication avec l'au-delà. Les deux sœurs, Margaret et Kate Fox, sont une fois de plus réveillées par des bruits sourds provenant des murs de la maison. Loin d'être effrayées par ces bruits qui les réveillent brusquement depuis quelque temps, les fillettes s'en amusent plutôt. Dans le but de communiquer avec cet esprit, Margaret frappe dans ses mains. Immédiatement, un même nombre de coups résonnent dans le mur d'en face. Les deux gamines cessent de rire. Leur jeu anodin prend soudain une tournure inquiétante. Quelqu'un vient pour la première fois d'établir un contact avec l'invisible. Le spiritisme est né.
destin fatal. Ouais, moi qu'elle ne soit qu'un passage obligé vers autre chose, mais... Quoi? L'homme a toujours été obsédé par la perspective d'une vie après la mort. Et cette interrogation l'a amené à adhérer à toutes sortes de croyances peuplées de divinités, d'esprits ou de revenants. L'homme s'est toujours interrogé, y a-t-il une vie au-delà de la mort? Jusqu'à l'apparition du spiritisme au 19e siècle, toutes ces notions de survie de l'âme relevaient de la religion ou de croyances superstitieuses, alimentées par des récits plus ou moins vérifiables d'apparitions de fantômes. Les spectres peuplaient l'imaginaire, au même titre que les démons et autres esprits malveillants. Ce n'est pas un fait très connu, mais ce sont deux jeunes fermières canadiennes qui sont à l'origine du mouvement moderne du spiritisme. Le spiritisme existait avant, mais le mouvement moderne en tant que tel date de 1848. L'histoire implique deux jeunes femmes, Maggie et Kate Fox, âgées respectivement de 14 et de 11 ans, qui vivaient temporairement dans un petit cottage durant l'hiver 1848. Durant les 2 dernières semaines de mars, elles étaient régulièrement éveillées par des craquements qui semblaient provenir des murs de la maison. Il s'en est suivi une étrange communication. Dans un code de coups frappés, l'impalpable visiteur explique qu'il est l'esprit d'un colporteur assassiné dans cette demeure. L'affaire s'ébruite et bientôt la maison de la famille Fox devient un objet de curiosité. C'est le début officiel du spiritisme. Ça a vraiment généré le premier grand, qu'est-ce qu'on peut dire, reportage médiatique, grand mouvement en Amérique du Nord, parce que tous les médias étaient là. Okay? La porte de cette petite maison de Hydesville, presque, d'élucider ce qui se passait. Puis ils ont finalement trouvé le corps de quelqu'un assassiné dans les murs. Puis après ça, ils ont décidé que c'était son esprit qui était resté là. Ces deux petites fermières, nées sur une humble ferme ontarienne, qui n'avaient pas été aux États-Unis depuis 8 ou 9 mois, ont découvert quelque chose de fantastique. Elles ont découvert qu'en faisant des bruits et en expliquant ce qu'étaient ces bruits, elles pouvaient attirer l'attention du médecin, de l'avocat, de l'architecte et de toute leur communauté. Qu'elles pouvaient aller à Rochester non pas pour écouter un quelconque concert à l'opéra, mais pour être elles-mêmes les vedettes. Alors Cathy et Maggie Fox, ainsi que leur sœur Léa et leur frère Daniel, sont déménagés à New York, puis se sont mis à visiter les capitales du monde entier pour faire des spectacles au cours desquels elles faisaient des démonstrations illustrant comment elles pouvaient être en contact avec le monde des défunts. Du jour au lendemain, des gens se déclarent en communication avec les morts. On assiste à un engouement pour la communication avec l'au-delà. En présence de médiums, des coups étouffés font bouger les tables. Au début des années 1850, le phénomène du spiritisme s'est répandu en Europe et à l'époque, vivait en France un enseignant du nom de Hippolyte Rivail, qui était plutôt sceptique face à ces phénomènes, mais qui fut suffisamment intrigué pour décider d'enquêter par lui-même sur ces manifestations. Il ne croyait pas aux manifestations des esprits, mais après, disons, quelques expériences auprès des groupes médiumniques qui se rencontraient vraiment juste pour le plaisir, il a commencé à trouver ça assez intéressant, là, parce qu'il y avait des réponses. Par exemple, une jeune médium, encore ignorante, non scolarisée, qui pouvait répondre à une question de haut niveau, une des grandes questions de la vie, puis donner une réponse super cohérente et logique. Donc, là, pour lui, il se mettait à penser qu'il y avait autre chose. Parce qu'à chaque disons, réponse intelligente, il fallait avoir une source intelligente, puis pour lui, il constatait que ce n'était pas la médium qui donnait la réponse. Donc, c'est pour ça que ça créé un intérêt. Ainsi, convaincu de la réalité de la réincarnation par les informations qui lui étaient fournies durant les transes, Hippolyte Rivail, de son vrai nom, choisit le pseudonyme de Alain Kardec, se fondant sur sa conviction personnelle qu'il était à la fois une réincarnation d'un dénommé Alain et d'un dénommé Kardec. Vers 1860,
Hippolyte Rivail fonde la Société parisienne d'études spirites et publie, sous le nom de Allan Kardec, le livre des esprits. Les enseignements de Kardec restent encore aujourd'hui des plus populaires et ses livres continuent d'être publiés. En se fondant sur des expériences, sur la compréhension qu'il avait été en mesure de documenter en questionnant les esprits, il avait écrit un livre, un premier livre publié sous le titre « Le livre des esprits » et qui est devenu le livre sur lequel la religion spirite s'est fondée. Le spiritisme s'est d'abord répandu en France, puis de France en Amérique latine et s'est fortement implanté au Brésil, où il est aujourd'hui devenu l'une des principales religions. Le Brésil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette information-là, ces enseignements-là, puis ils les ont appliqués dans des groupes médiumniques et des groupes d'études pour mieux comprendre la médiumnité et mieux travailler avec la médiumnité. Donc, ils ont évolué, disons, le travail, ils ont fait évoluer le travail de Kardec. Pendant des années, les spirites vont se contenter de faire bouger des tables, mais les scientifiques exigent un peu plus. À la fin du 19e siècle, on voit apparaître des laboratoires de recherche psychique. On assiste à la multiplication d'expériences où les nouvelles technologies jouent un rôle de premier plan. Dans les années 1920, un chercheur canadien, Thomas Glendinning Hamilton, photographie des médiums en transe capables de produire de la matière ectoplasmique, une substance résiduelle venue apparemment de l'au-delà. 30 ans plus tard, la photographie cède la place aux bandes magnétiques. Les chercheurs enregistrent des milliers de conversations avec l'au-delà. C'est le début de la transcommunication. Aujourd'hui, la vidéo et l'ordinateur sont aussi mis à contribution. Qu'est-ce qu'on a appris à propos de l'au-delà depuis 150 ans? Les scientifiques de partout ont tenté de documenter ces manifestations, mais est-ce qu'on fait affaire à des rêveurs en quête de mysticisme ou à une réalité qui nous est encore inaccessible? Au lendemain des coups frappés à Heidyville, l'art de communiquer avec les défunts se répand. Pour les familles endeuillées, le spiritisme apparaît comme un moyen de prolonger l'affection de l'être aimé. Mais le spiritisme est aussi un subterfuge pour capitaliser sur les malheurs d'autrui. Tout le monde était super ignorant, donc qu'est-ce qui arrivait? On cherchait le spectacle. Donc là, tu arrives à un point, tu es payé pour ta représentation, ta vie dépend de ça, ta vie sociale, ta notoriété, tout. Donc là, qu'est-ce qui arrivait? Souvent, en Europe, en Amérique, partout, ben là, il fallait créer l'événement. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire, OK, ben là, on veut que tout soit parfait pour une manifestation. On veut faire léviter la chaise. C'est pas à nous de le faire. On ne peut pas. Donc, est-ce qu'on peut commander des esprits à faire quoi que ce soit? C'est ça le problème. Donc, c'est tout à fait logique à l'époque, puisqu'on était ignorant. Puis puisque les gens en demandaient constamment, ben on allait en fabriquer. Coup de théâtre. En 1888, Margaret Fox fait un aveu troublant. L'une des filles signe une confession où elle affirme que tout cela est une simulation, un coup monté. Qu'elle a la capacité de faire craquer ses doigts de pied à volonté et que c'est elle qui créait tous ces bruits. Ces aveux donnent des arguments à ses adversaires qui demandent des preuves plus substantielles. On accuse les médiums de n'être que de fins psychologues et d'habiles illusionnistes. Un an plus tard, en 1889, Maggie Fox remonte sur scène devant le public et se rétracte, affirmant que le phénomène était bel et bien vrai. Un autre ennemi guette le spiritisme, le progrès. L'éclairage gagne lentement les grandes capitales du monde. Cette possibilité de faire instantanément la lumière dans les salons sombres des spirites met à jour un nombre considérable d'escrocs aux méthodes frauduleuses. Vers 1910, le spiritisme se retrouve dans le collimateur du célèbre Harry Houdini. Aussitôt que le phénomène du spiritisme commence à se répandre aux États-Unis, il attire sur lui l'attention des magiciens qui performent dans les foires. Au cours de la génération suivante, Harry Houdini s'est opposé fermement au phénomène des médiums.
Il a parcouru les États-Unis pour faire la preuve que tous les médiums étaient des fraudeurs. Mais afin de discréditer les médiums, il a dû lui-même se résoudre à utiliser des procédés frauduleux. Houdini dénonce tous les trucs utilisés par les médiums pour arnaquer leurs clients. Il ajoute que les communications spirites ne contiennent que des banalités à la portée de n'importe quel fraudeur. Vraiment. Alors qu'en est-il de la spectaculaire séance de Eileen Garrett? Eileen Garrett est probablement le médium le plus connu du 20e siècle. Elle a toujours gardé un certain scepticisme face à ses dons et a toujours accepté de bonne grâce de se soumettre aux tests qu'ont voulu lui faire subir les chercheurs de la communauté scientifique. En 1930, une séance sera organisée pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, décédé un peu plus tôt la même année. De l'Antiquité au Moyen Âge, le monde des morts exerçait un pouvoir bien réel sur la conduite des vivants. Dans les rites païens, il n'y avait souvent aucune distinction entre le monde des morts et celui des vivants. Au milieu du 19e siècle, les nuits agitées de deux Canadiennes vont relancer la ferveur pour la communication avec l'au-delà. Les deux sœurs, Margaret et Kate Fox, sont une fois de plus réveillées par des bruits sourds provenant des murs de la maison. Loin d'être effrayées par ces bruits qui les réveillent brusquement depuis quelque temps, les fillettes s'en amusent plutôt. Dans le but de communiquer avec cet esprit, Margaret frappe dans ses mains. Immédiatement, un même nombre de coups résonnent dans le mur d'en face. Les deux gamines cessent de rire. Leur jeu anodin prend soudain une tournure inquiétante. Quelqu'un vient pour la première fois d'établir un contact avec l'invisible. Le spiritisme est né. La mort. Destin fatal. Vois-moi qu'elle ne soit qu'un passage obligé vers autre chose, mais... Quoi? L'homme a toujours été obsédé par la perspective d'une vie après la mort. Et cette interrogation l'a amené à adhérer à toutes sortes de croyances peuplées de divinités, d'esprits ou de revenants. L'homme s'est toujours interrogé, y a-t-il une vie au-delà de la mort? Jusqu'à l'apparition du spiritisme au 19e siècle, toutes ces notions de survie de l'âme relevaient de la religion ou de croyances superstitieuses, alimentées par des récits plus ou moins vérifiables d'apparitions de fantômes. Les spectres peuplaient l'imaginaire, au même titre que les démons et autres esprits malveillants. Ce n'est pas un fait très connu, mais ce sont deux jeunes fermières canadiennes qui sont à l'origine du mouvement moderne du spiritisme. Le spiritisme existait avant, mais le mouvement moderne en tant que tel date de 1848.
1848. L'histoire implique deux jeunes femmes, Maggie et Kate Fox, âgées respectivement de 14 et de 11 ans, qui vivaient temporairement dans un petit cottage durant l'hiver 1848. Durant les 2 dernières semaines de mars, elles étaient régulièrement éveillées par des craquements qui semblaient provenir des murs de la maison. Il s'en est suivi une étrange communication. Dans un code de coup frappé, l'impalpable visiteur explique qu'il est l'esprit d'un colporteur assassiné dans cette demeure. L'affaire s'ébruite et bientôt la maison de la famille Fox devient un objet de curiosité. C'est le début officiel du spiritisme. Ça a vraiment généré le premier grand, qu'est-ce qu'on peut dire, reportage médiatique en mouvement en Amérique du Nord, parce que tous les médias étaient là. Okay? La porte de cette petite maison de Hydesville pour essayer d'élucider ce qui se passait. Puis ils ont finalement trouvé le corps de quelqu'un assassiné dans les murs. Puis après ça, ils ont décidé que c'était son esprit qui était resté là. Ces 2 petites fermières, nées sur une humble ferme ontarienne, qui n'avaient pas été aux États-Unis depuis 8 ou 9 mois, ont découvert quelque chose de fantastique. Elles ont découvert qu'en faisant des bruits et en expliquant ce qu'étaient ces bruits, elles pouvaient attirer l'attention du médecin, de l'avocat, de l'architecte et de toute leur communauté. Qu'elles pouvaient aller à Rochester non pas pour écouter un quelconque concert à l'opéra, mais pour être elles-mêmes les vedettes. Alors Cathy et Maggie Fox, ainsi que leur sœur Léa et leur frère Daniel, sont déménagés à New York, puis se sont mis à visiter les capitales du monde entier pour faire des spectacles au cours desquels elles faisaient des démonstrations illustrant comment elles pouvaient être en contact avec le monde des défunts. Du jour au lendemain, des gens se déclarent en communication avec les morts. On assiste à un engouement pour la communication avec l'au-delà. En présence de médiums, des coups étouffés font bouger les tables. Au début des années 1850, le phénomène du spiritisme s'est répandu en Europe et à l'époque, vivait en France un enseignant du nom de Hippolyte Rivail, qui était plutôt sceptique face à ces phénomènes, mais qui fut suffisamment intrigué pour décider d'enquêter par lui-même sur ces manifestations. Il ne croyait pas aux manifestations des esprits, mais après, disons, quelques expériences auprès des groupes médiumniques qui se rencontraient vraiment juste pour le plaisir, il a commencé à trouver ça assez intéressant là, parce qu'il y avait des réponses. Par exemple, une jeune médium encore ignorante, non scolarisée, qui pouvait répondre à une question de haut niveau, une des grandes questions de la vie, puis donner une réponse super cohérente et logique. Donc là, pour lui, il se mettait à penser qu'il y avait autre chose. Parce qu'à chaque disons, réponse intelligente, il fallait avoir une source intelligente, puis pour lui, il constatait que ce n'était pas la médium qui donnait la réponse. Donc c'est pour ça que ça créait un intérêt. Ainsi, convaincu de la réalité de la réincarnation par les informations qui lui étaient fournies durant les transes, Hippolyte Rivail, de son vrai nom, choisit le pseudonyme de Alain Kardec, se fondant sur sa conviction personnelle qu'il était à la fois une réincarnation d'un dénommé Alain et d'un dénommé Kardec. Vers 1860, Hippolyte Rivail fonde la Société parisienne d'études spirites et publie, sous le nom de Allan Kardec, le livre des esprits. Les enseignements de Kardec restent encore aujourd'hui des plus populaires et ses livres continuent d'être publiés. En se fondant sur des expériences, sur la compréhension qu'il avait été en mesure de documenter en questionnant les esprits, il avait écrit un livre, un premier livre publié sous le titre « Le livre des esprits » et qui est devenu le livre sur lequel la religion spirite s'est fondée. Le spiritisme s'est d'abord répandu en France, puis de France en Amérique latine, et s'est fortement implanté au Brésil, où il est aujourd'hui devenu l'une des principales religions. Le Brésil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette information-là, ces enseignements-là, puis les ont appliqués dans des groupes médiumniques et des groupes d'études, pour mieux comprendre la médiumnité et mieux travailler avec la médiumnité. Donc, ils ont évolué, disons, le travail, ils ont fait évoluer le travail de Kardec. Pendant des années, les spirites vont se contenter de faire bouger des tables, mais les scientifiques exigent un peu plus. À la fin du 19e siècle, on voit apparaître des laboratoires de recherche psychique.
on assiste à la multiplication d'expériences où les nouvelles technologies jouent un rôle de premier plan. Dans les années 1920, un chercheur canadien, Thomas Glendinning Hamilton, photographie des médiums en transe capables de produire de la matière ectoplasmique, une substance résiduelle venue apparemment de l'au-delà. 30 ans plus tard, la photographie cède la place aux bandes magnétiques. Les chercheurs enregistrent des milliers de conversations avec l'au-delà. C'est le début de la transcommunication. Aujourd'hui, la vidéo et l'ordinateur sont aussi mis à contribution. Qu'est-ce qu'on a appris à propos de l'au-delà depuis 150 ans? Les scientifiques de partout ont tenté de documenter ces manifestations, mais est-ce qu'on fait affaire à des rêveurs en quête de mysticisme ou à une réalité qui nous est encore inaccessible? Au lendemain des coups frappés à Heidieville, l'art de communiquer avec les défunts se répand. Pour les familles endeuillées, le spiritisme apparaît comme un moyen de prolonger l'affection de l'être aimé. Mais le spiritisme est aussi un subterfuge pour capitaliser sur les malheurs d'autrui. Tout le monde était super ignorant, donc qu'est-ce qui arrivait? On cherchait le spectacle. Donc là, tu arrives à un point, tu es payé pour ta représentation, ta vie dépend de ça, ta vie sociale, ta notoriété, tout. Donc là, qu'est-ce qui arrivait? Souvent, en Europe, en Amérique, partout, ben là, il fallait créer l'événement. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire, OK, ben là, on veut que tout soit parfait pour une manifestation. On veut faire léviter la chaise. C'est pas à nous de le faire. On ne peut pas. Donc, est-ce qu'on peut commander des esprits à faire quoi que ce soit? C'est ça le problème. Donc, c'est tout à fait logique à l'époque, puisqu'on était ignorant. Puis, puisque les gens en demandaient constamment, ben, on allait en fabriquer. Coup de théâtre. En 1888, Margaret Fox fait un aveu troublant. Une des filles signe une confession où elle affirme que tout cela est une simulation, un coup monté. Qu'elle a la capacité de faire craquer ses doigts de pied à volonté et que c'est elle qui créait tous ces bruits. Ces aveux donnent des arguments à ses adversaires qui demandent des preuves plus substantielles. On accuse les médiums de n'être que de fins psychologues et d'habiles illusionnistes. Un an plus tard, en 1889, Maggie Fox remonte sur scène devant le public et se rétracte, affirmant que le phénomène était bel et bien vrai. Un autre ennemi guette le spiritisme, le progrès. L'éclairage gagne lentement les grandes capitales du monde. Cette possibilité de faire instantanément la lumière dans les salons sombres des spirites met à jour un nombre considérable d'escrocs aux méthodes frauduleuses. Vers 1910, le spiritisme se retrouve dans le collimateur du célèbre Harry Houdini. Aussitôt que le phénomène du spiritisme commence à se répandre aux États-Unis, il attire sur lui l'attention des magiciens qui performent dans les foires. Au cours de la génération suivante, Harry Houdini s'est opposé fermement au phénomène des médiums. Il a parcouru les États-Unis pour faire la preuve que tous les médiums étaient des fraudeurs. Mais afin de discréditer les médiums, il a dû lui-même se résoudre à utiliser des procédés frauduleux. Houdini dénonce tous les trucs utilisés par les médiums pour arnaquer leurs clients. Il ajoute que les communications spirites ne contiennent que des banalités à la portée de n'importe quel fraudeur. Vraiment. Alors qu'en est-il de la spectaculaire séance de Eileen Garrett? Eileen Garrett est probablement le médium le plus connu du 20e siècle. Elle a toujours gardé un certain scepticisme face à ses dons et a toujours accepté de bonne grâce de se soumettre aux tests qu'ont voulu lui faire subir les chercheurs de la communauté scientifique. En 1930, une séance sera organisée pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, décédé un peu plus tôt la même année. I am Lieutenant Carmichael Owen. I must do something about it. Mais à la surprise des gens présents, la communication ne s'est pas faite avec Sir Conan Doyle, mais avec un esprit qui prétendait être le défunt officier qui commandait le dirigeable britannique, le R-101. Un journaliste présent à la séance publie dès le lendemain
Un compte-rendu des propos du capitaine Irwin. Toutes les révélations de l'officier sur cette catastrophe qui a coûté la vie à 48 de ses 54 passagers sont scrupuleusement rapportées. La possibilité que Eileen Garrett ait pu être informée de ces détails avant la publication du rapport officiel est à peu près impossible. Dans le cas de l'information obtenue par Eileen Garrett lors de cette fameuse séance où le capitaine Carmichael du R-101 s'est présenté, il est à peu près impossible que l'information fournie à la médium ait pu être connue des participants. Il faut bien comprendre que le dirigeable s'était écrasé 2 jours plus tôt dans le Beauvais, en France, et que l'information, même s'il y avait quand même une rumeur qui circulait déjà dans les rues de Londres que le R-101 s'était écrasé, il n'y avait aucune information qui rapportait de quelle façon ça s'était produit, et encore moins qu'il pouvait y avoir des problèmes de structure dans la construction du R-101, qui était responsable de sa chute. Donc, lorsque Eileen Garrett va raconter ça durant cette fameuse